Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Ce mardi est jour d'élection ici aux États-Unis. De nombreux Américains expriment depuis ce matin leur droit de vote. Nous suivrons dans ce journal la situation dans l'État de Géorgie et en Virginie, où VOA Afrique est sur place. Et que dire des enjeux de ce scrutin? Eh bien, les sujets qui préoccupent les Américains sont nombreux. Avortement, immigration, sécurité, économie et désinformation. Analyse en studio avec un spécialiste des questions américaines. Nous parlerons également dans ce journal de l'insécurité alimentaire dans l'extrême nord du Cameroun. La région a été frappée par de graves inondations et une saison sèche qui s'étale sur 9 mois. Nous verrons comment les communautés s'organisent. Et voilà, nous y sommes. Ce mardi est donc jour d'élection ici aux États-Unis. Les Américains se rendent aux urnes depuis ce matin pour les élections de mi-mandat. Ils sont appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. L'équilibre des pouvoirs est en jeu au Congrès, dominé par les démocrates. Les électeurs décideront s'ils vont soutenir le président Joe Biden ou transférer le pouvoir aux républicains. La correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est rendue en Géorgie, un État clé du sud du pays. Le récit est de Nathalie Barche. De la Pennsylvanie à l'Ohio, du Nevada au New Hampshire, les candidats de plusieurs États ont rivalisé en campagne jusqu'au jour de ce scrutin crucial qui décidera de la direction des États-Unis pour les 2 prochaines années. En Géorgie, la journée commence par une prière. Emmett Sheed est un partisan du candidat républicain au Sénat, Herschel Walker. Après tout ce que les démocrates ont fait, je ne peux tout simplement pas m'asseoir et laisser le pays prendre du retard. La crise à la frontière est hors de contrôle et il ne semble pas que Joe Biden va faire quoi que ce soit à ce sujet. Dans un récent sondage du centre de recherche Pew, plus des 3/4 des électeurs interrogés ont déclaré que l'économie est leur principale préoccupation. Amanda Douglas, électrice de Géorgie. Le marché du logement, le prix de l'essence, vous savez, vous remarquez que dans les épiceries, la nourriture est très très chère et il y a des articles que vous ne trouvez même plus. L'adversaire de Herschel Walker, le sénateur démocrate Raphaël Warnock, a remporté un second tour en janvier 2021 qui a donné aux démocrates le contrôle du Sénat. Axel Hawkins, électeur de Géorgie. L'économie est le problème numéro 1 pour moi. Et je pense que le Parti démocrate et le sénateur Warnock en particulier se concentrent vraiment sur les problèmes quotidiens des Américains ordinaires. Les républicains aiment parler de la bourse et de tout. Après la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a mis fin au droit fédéral à l'avortement, certains problèmes sociaux ont motivé des électeurs indépendants à voter pour les démocrates. C'est très préoccupant pour moi. Je pense que tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé, quelles que soient vos opinions personnelles sur la loi Roe versus Wade ou l'avortement. Les électeurs de Géorgie, comme de la Pennsylvanie ou de l'Ohio, sont essentiels pour décider du contrôle du Sénat américain. 35 États sont dans la course avec une poignée de scrutins à l'échelle nationale qui détermineront quel parti détient une faible majorité. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont également en jeu. Et ils sont des millions à avoir voté avant le jour J. Du nombre, Rémi Olembo, qui a voté justement dans l'État de Géorgie, il explique son choix. Ça dépend, c'est question de choix. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, je trouve qu'il y a plus de
conformité, plus de confort, hein, plus de luxe, si on peut dire ça, de voter avant que le jour où tout le monde va se bousculer à aller voter. Il faut voter. Même si le gouvernement est mauvais, il faut voter. Parce que voter, tu apportes ta voix. Même si on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais le fait que tu as voté, tu as participé dans le progrès, l'évolution de la nation dans laquelle tu vis. Le pays se gère comme une famille, comme une maison. Si toi, tu es le père, tu as ta femme et tes enfants, tu dis à tes enfants et à ta femme, faites ce que vous voulez. Il y aura de l'ordre dans cette maison? Donc moi, je pense que je penche vers les républicains. Il faut appliquer les lois. Je suis un nègre, je suis un africain, je suis un noir. Mais pourquoi je préfère les républicains? Parce qu'ils sont durs dans l'application des lois. Tout être humain, il n'y a pas de différence entre noir et blanc. Nos âmes réagissent la même chose. Lorsqu'il y a la dureté dans l'application des lois, moi je donne 10 sur 10 aux républicains. Voilà pour ce qui est de la Géorgie. Nous parlerons des enjeux de cette élection avec nos équipes, notamment Mohamedou Oumfa qui est à Arlington. Abdourahmane Dia est au Capitole et bien sur ce plateau nous aurons René Lec. Allons tout de suite à Arlington où se trouve Mohamedou Oumfa. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Voilà Mohamedou, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment où vous vous trouvez? Oui, John, je suis ici devant la Arlington Public Library. C'est l'un des 54 bureaux de vote du comté d'Arlington. C'est le 3e bureau de vote dans lequel je me rends. J'étais auparavant au bureau de la Navy League et au bureau de la USAA, la United States Army Association. Alors, les choses se déroulent globalement bien, sereinement. J'ai parlé aux responsables des 3 bureaux de vote qui me confirmaient que la participation est relativement bonne. Pour vous donner quelques chiffres, au bureau de la Navy League où je me suis rendu à 9h, on faisait état de 217 votants et le chiffre a grimpé à 339 un peu plus tard vers 11h. Et ici à la Public Library de Arlington, on parlait de plus de 700 votants à 13h, un chiffre qui est donc appelé à évoluer. Et puis au niveau global du comté de Arlington, les chiffres commencent aussi à tomber. On parle de 44% de taux de participation, 24% de personnes qui ont voté depuis le matin. Il faut y ajouter les chiffres de la participation donc de 13% de personnes qui ont voté par anticipation. Et évidemment, il y a eu 7% de personnes qui ont voté par correspondance. Donc, il faut dire que la participation évolue bien. Les bureaux de vote fermeront à 19h et immédiatement après, le dépouillement vont commencer. Alors, Mohamedou Oumfa, beaucoup d'Américains sont donc sortis pour accomplir leur devoir civique. Quelle est l'importance de cette élection pour ceux que vous avez rencontrés? Oui, une élection très importante selon les électeurs que j'ai abordés ici. Ces électeurs qui sont préoccupés par la situation du pays. Vous savez qu'on sort de la pandémie du Covid-19, on sort progressivement de cette pandémie. Il y a donc le pays est dans une situation critique. Les électeurs me disaient espérer que leur voix compte pour changer les choses parce que l'inflation ne cesse de progresser. Et le président Joe Biden m'a dit l'un des électeurs n'a pas su maîtriser la situation. Les électeurs espèrent donc que leur voix va compter pour maîtriser l'inflation, mais aussi la situation sécuritaire. Il faut se rappeler que le débat, la problématique sur les armes à feu continue à faire rage au niveau du public et même au niveau du Parlement, du Congrès, du Capitole. Et donc, ce sont des problématiques qui intéressent les électeurs. La sécurité aussi, parce qu'on se rappelle, en janvier, tout le débat qu'il y a eu autour de la certification de la victoire du président Joe Biden, toutes les émeutes qu'il y a eu là-bas. Donc, les électeurs sont préoccupés et espèrent que la sécurité du pays sera
pas prise en compte. Évidemment, le Parlement, c'est une institution, l'un des 3 pôles de pouvoir aux États-Unis. Et donc, qui contrôle le Parlement contrôle évidemment une partie du pouvoir aux États-Unis. Et les présidents, qui, même s'ils ne sont pas sur les bulletins de vote, sont très attentifs à ce qui se passe parce qu'effectivement, aujourd'hui, si le Parlement peut basculer du côté démocrate ou du côté républicain. Et on a déjà vu cela 3 fois. Hein, les 3 dernières fois, c'était en 2018. Et puis, il y a eu 2 autres élections où le Parlement a basculé d'un camp à l'autre. J'ai préparé un document spécial pour vous permettre de revivre ces 3 instants critiques de la vie politique au Congrès. 2018. Avec l'élection du président Donald Trump en 2016, le Parti républicain contrôlait 3 pôles du pouvoir pour gouverner, la présidence et les 2 chambres du Congrès. Après les élections de mi-mandat en 2018, les républicains ont perdu 42 sièges à la Chambre ainsi que leur majorité. Alors qu'ils ont pu garder le contrôle du Sénat, la perte de la Chambre a eu de profondes conséquences pour le président. La nouvelle Chambre, majoritairement démocrate, a ouvert une série d'enquêtes sur Trump et a ensuite voté sa destitution à 2 reprises. Le Sénat, contrôlé par les républicains, l'a acquitté les 2 fois. 2010. Lorsque le président Barack Obama a pris ses fonctions pour la première fois en 2009, les démocrates contrôlaient la présidence et les 2 chambres du Congrès, y compris une majorité de 60 sièges nécessaires pour bloquer systématiquement les initiatives qui ne leur sont pas favorables au Sénat. 2 ans plus tard, le Parti républicain, soutenu par le mouvement conservateur Tea Party, remporte la majorité à la Chambre. Le Parti démocrate a perdu 64 sièges à la Chambre, la plus grande perte à mi-mandat dans la Chambre depuis 1948. Les démocrates ont également perdu des sièges au Sénat, mais ont conservé une faible majorité. Le résultat a été un Congrès paralysé pendant une grande partie des 6 années suivantes du pouvoir d'Obama. 1994. 2 ans après le début du premier mandat du président Bill Clinton, le leader de la Chambre des représentants, le républicain Newt Gingrich, a aidé son parti à prendre le contrôle de la Chambre pour la première fois en 40 ans avec un programme conservateur énoncé dans son contrat avec l'Amérique. Les démocrates ont perdu à la fois la Chambre et le Sénat car les électeurs ont soutenu ce contrat qui mettait l'accent sur moins d'impôts et un gouvernement réduit. Clinton avait une relation controversée avec le nouveau Congrès, avec des débats sur les dépenses conduisant à de longues périodes de fermeture des administrations fédérales. Mais les 2 partis se sont réunis pour adopter une réforme de la protection sociale et un budget équilibré. Merci, Mamadou. Voilà, John, donc ce qu'il en est de la situation ici à Arlington. Et on va attendre le dépouillement à partir de 19h. Tout à fait. Et c'est l'occasion pour moi donc de me tourner vers René Lec. René Lec, on l'a vu en début d'émission, on a parlé de la Géorgie. La Géorgie qui avait déjà fait l'objet d'intenses discussions et de débats. C'était lors de la présidentielle. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, écoutez, la Géorgie, sa situation est particulière, John, parce que c'est un État rouge, hein, comme on dit. Hein. Ici, voulant dire un État qui vote républicain en général. Et justement, il y a 2 ans, il y a une sorte, j'ai presque envie de dire, de coup de tonnerre où Jon Ossoff et Raphaël Warnock, 2 républicains, un juif et un noir, ont remporté les sénatoriales en Géorgie et donnant ainsi la victoire, la majorité aux démocrates au Sénat. Alors cette fois-ci, il y a juste Raphaël Warnock qui est en position de se faire réélire ou d'être battu. Et c'est pour ça que c'est aussi important, parce que s'il perd, il y a de fortes chances que les démocrates perdent leur majorité au Sénat. Alors, cette élection est une élection à multiples enjeux, mais le plus important, c'est que la culture du refus des résultats des élections s'installe petit à petit, et ça depuis
2020. Oui, effectivement, c'est un gros problème. La majorité, selon le Washington Post, la majorité des candidats républicains aujourd'hui sont des gens qui refusent, qui remettent en cause, qui sont dans le déni des dernières élections. Ils donnent même un chiffre très précis, il y en aurait 291. Selon aussi une autre étude, 60% des Américains aujourd'hui, entre aujourd'hui et les jours qui se sont écoulés, parce qu'il y a eu pas mal de votes en avance, 60% des Américains auront sur leur bulletin de vote au moins un candidat qui est dans le déni des résultats des élections passées. Voilà, vous restez avec nous, René Ilek. Ces élections donc de mi-mandat détermineront le contrôle du Congrès. Allons justement au Capitole où se trouve Abdourahmane Dia qui est là-bas depuis ce matin. Abdourahmane Dia, vous êtes donc en direct du Capitole. Dites-nous quelles sont les courses à suivre de près et qui pourraient peut-être déterminer qui des démocrates ou des républicains va contrôler le Sénat. Absolument, John. Il faut d'abord dire qu'ici au Sénat, il n'y a pas l'ombre d'un sénateur pour des raisons évidentes. Tous sont partis battre campagne dans leurs fiefs respectifs et certainement suivre les résultats là-bas. Et ici, sur les 35 sièges qui sont en jeu au niveau du Sénat, beaucoup d'observateurs et d'analystes, en tout cas, s'accordent sur le fait qu'il y en a 7 qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit essentiellement de la Pennsylvanie, où John Fetterman, l'adjoint au gouverneur, est candidat pour les démocrates. Et il fait face au docteur Mehmet Oz, qui est une star de la télévision, soutenu par Donald Trump, ce qui explique d'ailleurs le chassé-croisé au cours du week-end des anciens présidents. On parle de la bataille des ex-présidents, Obama notamment, et Donald Trump. Donc c'est un État extrêmement important. On a également la Géorgie, comme René le mentionnait un peu plus tôt. On a des États comme l'Arizona, où Mark Kelly fait face à Blake Masters. Également le Nevada, de même que l'Ohio, qui est généralement ces dernières années, en tout cas, est en train de devenir carrément un État rouge ou républicain. Il y a le Wisconsin. Il y a enfin la Caroline du Nord. Et là, la Caroline du Nord est assez intéressante puisque beaucoup d'activistes démocrates dernièrement ont regretté qu'on n'ait pas assez mis l'accent sur cette course-là qui est devenue assez intéressante. Alors, il y a certes le Sénat, mais il y a aussi la Chambre des représentants. Comment ça se présente de ce côté-là? Absolument, et ce qui est intéressant pour la Chambre, c'est que tous les 435 sièges sont en jeu, donc tout le monde est en campagne, tout le monde est à la maison évidemment, et là aussi il est clair qu'il y a des courses clés qu'il faut suivre, en tout cas selon les estimations de certains instituts de sondage. Pour les républicains, ils ont besoin de gagner dans 30 courses importantes, alors que pour les démocrates, qui contrôlent en ce moment la Chambre, il faut qu'ils gagnent au moins 53, donc avantage républicain selon en tout cas ces instituts. Mais comme c'est une élection, on n'est jamais à l'abri de surprises, même en dehors de, par exemple pour le Sénat, au-delà des 35, des 7 compétitions dont on a parlé, on n'est jamais à l'abri de surprises ailleurs. En tout cas, on suivra tout cela et on vous rendra compte. Merci Abdou. Je me retourne vers vous, René. Est-ce qu'il faut absolument gagner dans tous les États pivots? On sait que cette élection est importante, aussi bien pour les démocrates que pour les républicains. Oui, écoutez, les objectifs sont différents. Pour les démocrates, l'objectif principal, c'est de maintenir cet équilibre au moins de 50-50 au niveau du Sénat, donc il leur donne la majorité de fait puisque la vice-présidente est démocrate. C'est la situation que l'on a actuelle. Donc il ne faudrait pas perdre d'élections sénatoriales, ou s'ils en perdaient une, il faudrait qu'ils en gagnent une autre par ailleurs. Donc ça, c'est la grande question. C'est pour ça que la Pennsylvanie va être, je crois, essentielle. Ce duel entre John Fetterman et Mehmet Oz va être essentiel. Et on se demande d'ailleurs pourquoi c'est toujours ces mêmes États clés qui sont le centre des élections. Alors, il y a donc ces États clés, il y a aussi des thématiques clés pour les deux camps. On est passé de l'avortement à l'immigration, en passant bien sûr par la désinformation et même la sécurité. Pourquoi? Oui, écoutez, ça dépend du camp dans lequel on est. Quand on est chez les démocrates,
la carte qu'il joue, c'est quoi? La question de la sauvegarde de la démocratie. Pas plus tard qu'hier, dans son dernier discours, le président Biden en a parlé en disant, écoutez, c'est la démocratie qui est en jeu ici. Donc la question de la démocratie, la question de l'avortement et bien entendu les très bons résultats en matière d'emploi. Mais quand on est du côté des républicains, bien entendu, on voit les choses complètement différentes et on bat campagne plutôt sur la question économique, la question de l'inflation notamment, 8,2% actuellement, et également la question de la criminalité qui est galopante. Juste en un mot, la démocratie américaine est-elle toujours crédible? Oui, globalement, les institutions fonctionnent malgré les 4 années qu'il y avait eu avec l'ancienne administration et tous les tumultes qu'il y a eu. Le pays a tenu. Le côté de fédération du pays fait qu'il est difficile pour un État central de disloquer le pays. De ce point de vue, je pense que la démocratie américaine se porte relativement bien. Je dis bien relativement bien. Merci René d'avoir été là. Vous serez là demain pour nos téléspectateurs. Entre-temps, en Afrique, les autorités tanzaniennes ont annoncé ce mardi que l'épave d'un avion qui s'était abîmé dimanche dans le lac Victoria a été extraite de l'eau après l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire du pays. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa et plusieurs ministres ont assisté lundi avec des centaines de personnes au stade Kataïba de Bukoba à une cérémonie de prière menée par des religieux musulmans et chrétiens avant la remise des corps des victimes à leurs familles. Et puis Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a critiqué mardi à la COP27 en Égypte des aides financières multilatérales hors de portée, notamment en raison d'une politique de prêt. Les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique, dont près de la moitié venant d'investisseurs extérieurs, selon un rapport commandé par la présidence de la COP. Voilà, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un tout petit instant. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Au Cameroun, les greniers communautaires contribuent à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de l'extrême nord, frontalière du Nigeria et du Tchad. Dans cette partie du pays, de graves inondations et une très longue saison sèche qui s'étale sur 9 mois y ont provoqué la famine et les spéculations en période de soudure. Depuis la mise en place d'un système de banque de céréales par le réseau de lutte contre la faim, une ONG locale, les communautés retrouvent la souveraineté alimentaire. Voyons cela dans ce reportage. Je suis place avec notre correspondant Emmanuel Jultap. Ces jours de travaux dans le champ communautaire du village Mbozokaï, dans la région de l'extrême nord. La communauté y récolte du maïs, l'une des céréales qui se fait rare en période de soudure. Tout ce qu'on récolte ici, on stocke au grenier. On laisse jusqu'au moment où le mil commence déjà à finir sur le marché. Une partie, on part, on vend. L'autre partie aussi, nous laissons pour nous-mêmes. On peut prendre 20 kilos, on peut ramener avec 22 kilos.
Les 2 kilos là, c'est pour les intérêts. Le système est le même dans chaque village doté d'un grenier communautaire. En plus d'aider les membres, il génère aussi des revenus par la vente des stocks de céréales. C'est bien, on remercie beaucoup cette ONG. Les mots pour dire merci nous manquent même. Que Dieu les bénisse. Avec l'avènement de ce magasin, mes enfants sont rassasiés matin et soir. On emprunte le 1000 et je suis même capable de payer la scolarité de mes enfants. Godola, un village de 4000 âmes, est l'un des premiers à avoir bénéficié d'un grenier communautaire dans la région de l'extrême nord. Ici, ce sont les femmes qui en assurent la gestion. L'an dernier, 70 des 80 sacs de mil gardés en stock ont été empruntés par la communauté en période de soudure. Cette fois-ci, alors, on a pris une petite part du mil, on a vendu, on a acheté le terrain. Et cette année, on a cultivé le mil 2 quarts. Pour que peut-être on trouve un petit rendement pour augmenter notre prix. Le village Gourouguel a été frappé en 2013 par une crise alimentaire consécutive à l'arrivée des réfugiés nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram. En 2016, le réseau de lutte contre la faim a fait don de 150 sacs de mil au village. Avant l'arrivée du grenier communautaire, il n'y avait pas la nourriture dans le village. Maintenant, il y a du mil, il n'y a plus l'exode rural. C'est à Yaoundé que Sandrine Kouba supervise le projet de grenier communautaire financé par plusieurs bailleurs de fonds. En 16 ans, 49 communautés de la région de l'extrême nord en sont déjà bénéficiaires. Nous pensons qu'il est important d'appuyer les communautés dans la production agricole. Nous leur apportons des formations pour s'adapter au changement climatique et pour pouvoir intégrer dans leur pratique agricole l'agroécologie. Depuis la mise sur pied des greniers communautaires, le gouvernement s'appuie désormais sur les statistiques de réseau de lutte contre la faim pour évaluer les zones à risque d'insécurité alimentaire dans la région de l'extrême nord. Emmanuel Julta pour VOA Afrique, Yaoundé. Et face au réchauffement de la planète et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, les gouvernements et les entreprises sont appelés à s'attaquer au changement climatique. Que faut-il faire pour sauver la planète? Élément des réponses avec Thierry Kaoré. Les scientifiques et les responsables reconnaissent qu'il est important d'adopter de nouvelles méthodes pour sauver la planète. Il faut par exemple arrêter de brûler encore plus de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel qui émettent dans l'air des gaz qui retiennent la chaleur. Avec l'effondrement des coûts des énergies renouvelables, de plus en plus d'énergie est produite de manière durable, même si la quantité totale d'énergie produite dans le monde a également augmenté. Les scientifiques espèrent que des solutions plus propres, comme l'énergie solaire et éolienne, remplaceront une grande partie de cette demande. Le plus important, c'est la transition vers l'abandon des combustibles fossiles et pour commencer, la façon dont nous produisons notre électricité. Actuellement, une grande partie de l'électricité est produite à partir de charbon et de pétrole, mais de plus en plus à partir d'énergies renouvelables. Deuxièmement, l'abandon des voitures utilisant des combustibles fossiles. Des technologies comme l'hydrogène vert, qui utilisent des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène destiné à être utilisé comme source d'énergie, et la capture du carbone, qui aspire le dioxyde de carbone de l'air, sont en cours d'exploration, mais leur prix est encore élevé et elles n'ont pas encore été testées à grande échelle. Il y a aussi d'autres choses que nous pouvons faire. Nous savons que les pays à revenus élevés doivent manger moins de viande, ce qui réduirait les émissions de l'agriculture. Et aussi, si nous pouvions réduire notre dépendance à l'égard des voitures à combustible fossile, ce sont des activités qui peuvent contribuer à réduire le changement climatique et nous rendre plus sains en même temps. Les experts pensent qu'il faut également réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui est environ 25 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone, même s'il ne reste dans l'atmosphère que pendant une douzaine d'années. Les pays ont promis de colmater les fuites de méthane provenant des puits de pétrole et des gazoducs, ce qui aurait des effets bénéfiques immédiats sur le réchauffement, selon les scientifiques.
Si nous parvenons à réduire nos émissions, nous aurons une population en meilleure santé, car la réduction des émissions dues aux combustibles fossiles entraînera une diminution de la pollution atmosphérique. Nous savons que la pollution atmosphérique tue jusqu'à 6 millions de personnes par an. La lutte contre le changement climatique présente donc des avantages considérables pour la santé. D'autres solutions comme l'arrêt de la déforestation et le changement de régime alimentaire sont également à explorer. Merci et à demain.